Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission. Au cours de cette émission, aujourd'hui, nous allons parler de l'élévation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de l'Union africaine. Comme vous le savez, l'intronisation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de l'Union africaine, continue à susciter des commentaires sur le plan national et international. Cela n'est nullement un fait du hasard comme quelques-uns le croient, mais c'est plutôt une résultante de la vision que nos glorieux nationalistes ont eu à affronter sur différents problèmes relatifs au panafricanisme dans les continents. Dans les lots de ces glorieux nationalistes, on peut citer Patrice Emery Lumumba, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Mobutu Sese Seko et tant d'autres. Félix Tshisekedi, l'actuel président de la République, excelle aujourd'hui au pas de ses aînés. Mais parmi ces différentes personnalités qui militent en faveur de l'émergence du panafricanisme dans le monde, figure M. Norbert Yamba Choku, dont nous avons l'estime honneur de recevoir au cours de cette émission. Bienvenue, M. Norbert Yamba. Merci pour l'invitation, M. Gabeya. D'entrée de jeu, comment interprétez-vous l'élévation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme numéro 1 du continent africain? Je voudrais profiter de cette opportunité pour saluer et présenter. J'ai eu peut-être l'occasion de le faire ailleurs, ça c'est évident. Présenter mes sincères félicitations au président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aujourd'hui trône à la tête de l'Union africaine. Gérer 54 États, ce n'est pas si facile. Monsieur le Président, on connaît vos qualités, non seulement managériales, mais également des qualités humaines, des compétences relationnelles. Et comme gérer 54 États exige naturellement qu'on ait l'humilité, on ait la capacité de relation. Vous connaissant à fond, je sais que vous allez véritablement parvenir à construire une nouvelle dynamique en Afrique. Et vous ferez preuve, pour répondre pratiquement à la question, que vous êtes ici d'un pays qui est entendu. Tous les Africains entendent le Congo. Le Congo, notre pays, disait Franck Fanon, c'est la gâchette du revolver en Afrique. Nous sommes au cœur de l'Afrique. Et donc, l'Afrique ne peut pas se développer si le Congo ne se met pas au devant de la scène, si le Congo ne se met pas debout. Parce que, comme vous le savez, M. le Président, en Afrique du Nord, c'est les Maghrébins. Et vous connaissez quel est l'effort des Maghrébins aujourd'hui. Que ce soit l'Égypte, que ce soit le Maroc, que ce soit la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, l'Algérie. Tous ces pays-là trônent dans beaucoup dans top 10 en Afrique, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan de PIB, etc. Aujourd'hui, si les choses n'ont pas pu véritablement marcher, c'est l'Afrique centrale. Et l'Afrique centrale, il y a une locomotive qui est le Congo-Kinshasa, qui se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Vous avez une grande responsabilité, M. le Président, de donner une nouvelle dynamique en Afrique parce que les Sud-Africains attendent, l'Afrique orientale attend, l'Afrique de l'Ouest attend, parce que le Congo est le seul, j'allais dire, locomotive qui est à genoux, 50 milliards de dollars de produits intérieurs bruts, face au Nigeria qui a 581 milliards à l'Ouest, 315 milliards pour l'Égypte au nord, et 400 milliards pour l'Afrique du Sud, n'est-ce pas, au sud, et l'Éthiopie, 287 milliards. Donc, partout, ça bouge. Partout, ça chauffe. Sauf en Afrique centrale. Et vous avez aujourd'hui la responsabilité
de construire une dynamique interactive pour tous les pays africains, mais en mettant le Congo debout pour que demain, on puisse véritablement matérialiser physiquement l'agenda 2063 qui souhaiterait, au finish, créer les États-Unis d'Afrique. Mais c'est Norbert Yamba. Faudra-t-il admettre aujourd'hui que cette élévation résulte aujourd'hui de la diplomatie agissante que le président de la République a entrepris et continue à entreprendre depuis le début de son mandat, ou soit c'est un fait du hasard comme quelques-uns le croient? Non, ce n'est pas un fait du hasard. D'abord, il y a un système rotatif dans le sens de la désignation des chefs d'État à la tête de l'Union africaine, mais on a trop traîné, vous savez. On a trop traîné simplement parce que il y a eu des choses qui n'étaient pas du tout acceptées, qui ne donnaient pas l'image d'un pays qui peut véritablement trôner à la tête de l'Union africaine. Certainement qu'il fallait attendre Félix Antoine Tshisekedi, qui vient avec une nouvelle dynamique, qui vient avec une nouvelle politique diplomatique, qui redonne l'espérance à l'Afrique, etc. Et donc c'était l'occasion de pouvoir reconnaître une locomotive au centre de l'Afrique, de manière à ce que, justement, on puisse lui demander d'assumer de responsabilités. Donc, nous ne pouvons pas réduire cette situation à une situation hasardeuse. D'abord, le pouvoir Tshisekedi, c'est un pouvoir providentiel. Vous ne pouvez pas imaginer un parti politique qui a été marqué par son patriarche, j'allais dire Etienne Tshisekedi, resté pendant 37 ans à l'opposition. Au moment où il y a eu des appétits gloutons ou des propositions alléchantes pour trahir la population, tel n'a pas été le cas. Et donc, dans tout point de vue, le président Félix Tshisekedi vient aussi au pouvoir par la volonté de Dieu, est entré véritablement de s'épanouir par la volonté de Dieu et aussi par la volonté de nos ancêtres qui pensent que l'Afrique doit fonctionner autrement et il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui donnent l'exemple d'intégrité, qui donnent l'exemple d'humilité, qui donnent l'exemple de la préoccupation vis-à-vis de la population. Et donc, Félix Tshisekedi est le modèle référentiel, j'allais dire l'unité de mesure, et qui visiblement aujourd'hui est en train d'impulser une nouvelle dynamique en Afrique pour que véritablement la politique fonctionne autrement. Donc, dans tous les cas, il est l'unité référentielle. Et nous lui encourageons de continuer sur la même lancée parce que l'Afrique en a besoin. Il y a pas mal de choses aujourd'hui en Afrique qui nécessitent naturellement la transformation. Vous savez qu'un pays comme la Chine, par exemple, n'a pas des ressources presque minières. Aujourd'hui, certainement qu'on est en train de découvrir pas mal de choses. Mais la Chine transforme tout. Le mal pour l'Afrique, c'est qu'elle dispose de tout, mais elle ne transforme rien. J'allais dire le Congo-Kinshasa, ça c'est évident. Et la vision du président de la République, c'est cette vision d'avoir un nouveau canevas. Nous avons fonctionné pendant plusieurs années dans un système de rentabilité externe. La rentabilité externe suppose que bon, voilà, les gens viennent, ils exploitent nos ressources naturelles, ils exploitent nos mines, nos forêts, j'allais dire nos bois, toute la diversité biologique, la terre, etc. Mais quand ils s'en vont avec des produits bruts qui doivent aller transformer chez eux, qui doivent créer des richesses chez eux, qui doivent créer de l'emploi, etc. Entre-temps, les Congolais continuent véritablement à tourner les pouces. Et donc pour le président de la République, il a une nouvelle vision. Moi j'aurais voulu qu'en fait, lorsqu'on va développer les aspects économiques, que je puisse en parler en long et en large. Mais aujourd'hui, il est très clair que la vision du président de la République, c'est cette vision qui demande naturellement de publiciter les ressources qui sont les nôtres, de demander aux investisseurs de venir en masse, mais de leur demander un minimum d'obligations qui est celle, l'obligation voulais-je dire, c'est pas non seulement d'extraire le brut, mais de le transformer, de le commercialiser. Ceci nous crée une chaîne à la première entreprise, le travail, par rapport à la transformation,
trouvent du travail par rapport à la commercialisation. Croyez-moi, aucun pays africain ne peut pouvoir se développer s'il n'y a pas de transformation de nos ressources potentielles. C'est très important. On peut avoir la volonté, on peut tout avoir. Lorsque on n'arrive pas non seulement à identifier les matières premières, mais également à les transformer, il n'y a pas de richesses. Je prends l'exemple de la Corée du Sud. Oui. La Corée du Sud, avec nous, en 1960, nous étions des pays en revenu intermédiaire, au même titre que le Canada, au même titre que l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, le Canada fait partie des G8. La Corée du Sud, c'est la 11e puissance économique mondiale. Et l'Afrique du Sud fait partie des 5 pays les plus émergents. Voilà. Et c'est très clair que la Corée du Sud, avec 250 $ par habitant par an, en 1960, nous avions 368 $. Aujourd'hui, la Corée du Sud a 1300 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Nous avons 50 milliards seulement. La Corée du Sud a 41 000 $ par habitant par an. Nous avons 450 à 500 $ essentiellement. C'est que très clairement, la Corée du Sud, qui après, j'allais dire, la colonisation, a mis en place des nouvelles stratégies qui étaient véritablement d'identifier ces richesses potentielles et se dire, qu'est-ce que je fais? Et la Corée du Sud a commencé justement par changer son système d'enseignement. Vous savez qu'aujourd'hui, la personne qui est payée de la Corée du Sud, c'est l'enseignant. L'enseignant. Et qu'est-ce que la Corée du Sud a fait? On a mis sur la table les différents programmes coloniaux, on a mis sur la table, n'est-ce pas, les différentes législations, etc. Et ils ont pris la résolution, naturellement, de faire une réconciliation avec leur culture et déposer l'héritage colonial, aller vers véritablement leur culture ancestrale, puiser naturellement les enseignements fondamentalement coréens, au lieu de prendre du temps avec Charlemagne, Bismarck, Keynes, Adam Smith, etc. Et bien voilà donc, qu'est-ce que les ancêtres faisaient? Qu'est-ce que nous pouvons théoriser aujourd'hui? Qu'est-ce que nous pouvons moderniser pour permettre naturellement qu'on puisse avancer? Et au-delà des changements de programmes qui ont boosté, ils ont également changé le système éducatif où les universités deviennent des laboratoires de production des technologies. Aujourd'hui, la Corée du Sud est parmi les pays d'Irago-asiatiques les plus digitalisés. Vous voyez, aujourd'hui, avec Samsung, vous savez ce que cela représente en termes de performance sur le plan mondial. Tu vois? Et donc, aujourd'hui, la Corée du Sud entre dans la véritable mondialisation avec ses performances numériques et digitalisées. Et nous n'avons rien amené. Nos universités forment des chômeurs de luxe. Il y a une sorte de divorce entre ce qui s'enseigne. Tout le monde est aliéné au point où on récite ce que les autres ont fait, on répète ce que les autres ont fait, on devient fondamentalement perroquin, mais on brandit à longueur de journée son diplôme. Nous avons, naturellement, avec le président Félix Tshisekedi, l'héritage colonial doit être mis au fond. Certainement qu'il y a des choses pour lesquelles nous avons besoin, ça c'est évident, mais nous devons avoir notre fondation, nous devons avoir notre enracinement, nous devons avoir notre particularisme. Et par rapport à ça, les pères de l'indépendance, les gens de la trempe de Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Modibo Keïta, à l'époque, la vision de Patrice Lumumba, etc., Amilcar Cabral, etc. Tous ces gens ont exprimé en 1961 au colloque d'Addis Abeba que l'enseignement soit gratuit à l'échelle primaire. Au niveau de l'Afrique, bien évidemment. Bien entendu. Oui. À l'échelle africaine. Oui. Coup de chapeau, monsieur le président. Cette recommandation qui a été articulée dans notre Constitution au travers de l'article 43 est opérationnelle, quelles que soient les douleurs d'enfantement liées à la volonté délibérée des gens qui ne veulent pas les innovations. Eh bien, vous avez fait quelque chose aujourd'hui que l'enseignement est gratuit. Plus de 2 millions d'enfants sont allés à l'école.
C'est très important, M. le Président, il faut continuer sur cette lancée. Si on ne commence pas, on ne commencera jamais. On a besoin de commencer quelque chose, on va identifier les différentes difficultés, on va faire un paquet en termes de solutions pour faire avancer les choses. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, dans ces cadres d'enseignement, M. le Président, nous devons nous interroger sur le contenu. Vous savez, depuis 30 ans, j'allais dire 50 ans ou 60 ans, on a observé que le meilleur ministre de l'enseignement primaire et secondaire, c'est celui qui fait sortir les résultats au mois de juillet. On ne se pose pas la question sur le contenu d'enseignement qui est donné. On ne se pose pas la question sur le travail de tous ces ressortissants de ces écoles. On ne se pose pas la question sur l'impact que l'enseignement a. Questions n'ont jamais été posées. Et nous souhaitons naturellement, pour les panafricanistes et tshisekédistes que nous sommes, que pendant votre mandat à l'Union africaine, certainement qu'on peut changer, on ne peut pas tout changer en une année. Il faut booster, il faut que la dynamique que vous avez mise en place autour de la gratuité de l'enseignement se généralise en Afrique. C'est très important. C'est vrai qu'on va chercher à adapter le rythme de chaque pays, ça c'est évident, mais que l'option soit levée, naturellement, que cette gratuité se réalise. Est-ce que la réalité spécifique de chaque pays va permettre au président de la République Bien entendu, c'est comme ça qu'il lance, dites-nous, nous sommes en train de préparer la création des États-Unis d'Afrique. Nous sommes en train de préparer... Cela est-il possible? Oui, ça va venir. Ça va venir, les pères de l'indépendance l'ont fait, beaucoup l'ont regretté après la mort de Kwame Nkrumah. Nous continuons à le regretter aujourd'hui. Nous croyons que c'est une idée noble qui peut véritablement construire la synergie gagnante des Africains, parce que les Africains vivaient dans un pays qu'on a appelé autrefois l'Égypte antique, où le pays des Noirs, le pays kémite, vous voyez. Puis bon, les gens se sont mis d'accord de se mettre dans une réunion, je ne sais pas, à 4 ou 5 000 kilomètres de l'Afrique, justement pour diviser l'Afrique sur base d'une carte mal dessinée par des personnes qui n'ont jamais été. On a divisé nos pays. Vous allez trouver que voilà, il y a les Tchokwe au Congo, les Tchokwe en Angola, et c'est un même peuple. Les Congo, Congo-Brazza, les Congo, les Congo, au Congo-Kinshasa, on les trouve également en Angola, etc. Donc on nous a divisés comme ça. Nous étions un même peuple. Il y a eu des empires, il y a eu des royaumes. Il faut reconfigurer naturellement notre continent. Aujourd'hui, la tendance générale, c'est de créer les États-continents. L'Europe qui était divisée, vous voyez, on est en train d'avancer. L'Europe de 27, l'Europe de 28, etc. La tendance générale, qu'on puisse mettre en place l'Europe politique, parce qu'on ne peut pas continuer dans les saucissonnements. Voilà, la Chine elle-même, et c'était un pays, c'était une multi-pluralité, naturellement, des pays, etc., mais qui se sont mis ensemble. Il y a eu des additions. L'Inde, excusez, l'Inde, c'était la même chose. Oui. La Chine aujourd'hui, c'est 1,5 milliard, 1,6 milliard. L'Inde, c'est 1,3 milliard, etc. Et l'Afrique, c'est 1,3 milliard de personnes. Donc, nous avons intérêt aujourd'hui que nous puissions entrevoir la possibilité de créer, n'est-ce pas, l'Afrique unie et l'OIA, l'Organisation de l'Union africaine. L'IA aujourd'hui, l'Union africaine, c'est le processus de la matérialisation physique de la création des États-Unis d'Afrique qui était recherché par les nationalistes africains à l'époque, etc., mais qui malheureusement n'ont pas été entendus, tout simplement parce qu'il y a des gens qui robotisaient, qui manipulaient, n'est-ce pas, les autres Africains, n'est-ce pas, de l'extérieur. Raison pour laquelle vous avez suivi qu'il y avait le groupe de Casablanca et le groupe de Morovia. Aujourd'hui, nous avons avancé. Le Congo-Kinshasa, qui aujourd'hui reste la locomotive en Afrique centrale et qui constitue le cœur de l'Afrique, debout, avec Félix Tshisekedi, je vais reprendre, il faut la gratuité de l'enseignement, prise comme une décision qui relance naturellement la résolution de 1961, première chose. Deuxième chose, la revisitation, n'est-ce pas, de l'enseignement dans tous les pays pour les adapter par rapport au patrimoine culturel de chaque pays. C'est très important.
Parce qu'on ne peut pas avoir des enseignements si on n'a pas la fondation. Il faut donc une sorte de connexion entre mais c'est Norbert Mbayamba, vous avez dit qu'il faut entrevoir l'unité africaine, mais il y a une certaine opinion qui estime que au fur et à mesure que les tribus et les clans prenaient numériquement de l'importance, les phénomènes de la division s'amplifiaient. On a pu dire aussi que l'influence du milieu géographique, les climats, l'immensité de l'espace habitable sont aujourd'hui à l'émiettement de la société africaine. Qu'en dites-vous? Vous savez, Étienne Tshisekedi disait la tribu, oui, mais le tribalisme, non. Chacun de nous naît dans une tribu, dans un clan, dans une ethnie. Mais écoutez, il faut éviter l'ethnicisme. Ça, c'est le point péjoratif. L'exacerbation de ce que représente sa tribu. C'est comme ça que vous avez des injustices dans les institutions de la République qui sont censées être des institutions républicaines. Certainement qu'à l'époque de nos ancêtres, les tribus ont existé, les clans ont existé, il y a eu des royaumes, il y a eu des empires. Mais écoutez, nous avons survécu des millénaires. L'Afrique est là, il y a 200, 300, 1000 ans. Ces tribus ont existé. Mais écoutez, nous avons survécu pendant tout ce temps. Quand vous êtes au Cameroun, il y a une tribu qui s'appelle Ngombe, qui cohabite avec les Malékés, etc. Mais écoutez, le Pels, vous le trouvez au Mali, vous le trouvez pas, au Congo, etc. On a vécu ça. Et quand les gens qui ont fait les études linguistiques, les gens comme Cheikh Anta Diop, vous avez ici en face de nous le professeur Théophile Obenga, vous démontre qu'il y a des liens lorsqu'ils font l'analyse linguistique entre nos différentes langues. Vous voyez, donc c'est démontrer que nous sommes un seul peuple. Et alors maintenant, nous sommes en train de parler de la décentralisation au modèle occidental. Pourquoi nous ne pouvons pas construire une décentralisation à notre modèle? Regardez. Lorsque je regarde ce qui a été dit par le professeur Bob Basson, qui est un Camerounais, qui est très très engagé dans l'essence du panafricanisme, etc., et qui a écrit un livre sur le droit africain, l'économie africaine, il s'est attelé même à réfléchir sur la décentralisation. Il dit, regardez, dans nos villages, vous arrivez, on va voir le village Kabea, oui. Le village Maléké, le village, je ne sais pas, Mputu, le village Kiala, etc. Si nous voulons la décentralisation, pourquoi nous ne pouvons pas suivre les différentes entités qui ont été montées par nos ancêtres? Si l'idée c'est de pouvoir produire le développement, mais suivons ça. Il n'y aura pas de division. Il n'y aura pas de division parce que chaque entité... Vous oubliez que la décentralisation, c'est aussi un processus qui implique plusieurs facteurs susceptibles d'influencer soit positivement ou négativement son application sur les terrains. Mais alors, quelle décentralisation et quel modèle on voudrait véritablement appliquer? C'est là que je vous dis que nos ancêtres ont vécu dans la décentralisation. Lorsque vous allez dans nos villages, vous allez voir que tel village prend tel kilomètre et se sépare à tel endroit avec tel autre village. Lorsqu'on veut impulser une dynamique au niveau du village, on peut partir de ce village parce qu'on est censé véritablement trouver des relations mécaniques, j'allais dire un peuple homogène, et si on les responsabilise de construire une unité commune, une autonomie d'action, on leur donne, ils mettent en place leur budget, ils se surveillent mutuellement, on peut propulser, on peut impulser la dynamique. Est-ce qu'une décentralisation effective est-elle possible pour l'Afrique? Mais l'Afrique est déjà décentralisée. Vous avez par exemple un pays comme, à l'époque c'était l'Empire Mossi, il y avait même la Constitution, avant l'arrivée de Blanc. Il y avait des organes, il y avait des villages. L'Empire du Mali, pas le Mali actuel, parce que ça représentait plusieurs royaumes, etc. La première constitution, c'est né au Mali, en 1236, avec Soudiata Keïta. Et avec cette constitution qu'on appelle le Kourou Kamfouga, ou la charte de Manding, 44 articles. Mais nous, on connaissait cela, mon ami. Le grand problème, c'est que les gens qui sont venus nous coloniser, lorsqu'ils nous ont
demander d'être indépendants sans être véritablement indépendants, eh bien, nous ne sommes pas revenus sur ce que nous étions avant la colonisation. Et on nous a demandé d'être comme eux. Et donc, nous ne sommes pas ce que nous sommes, mais nous sommes ce que les autres voudraient que nous soyons. Et ça leur donne la possibilité de nous robotiser, ça leur donne la possibilité de nous manipuler. C'est ainsi qu'ils ont mis en place un certain nombre de mécanismes pour que nous puissions véritablement continuer à dépendre d'eux. Et vous avez à la volée la religion, vous avez le système éducatif, vous avez le système politique, on vous parle de la démocratie. Mais comment nos ancêtres ont vécu? Comment nos ancêtres ont vécu? Est-ce qu'il n'y avait pas de droits? L'ordre social, il n'y en avait pas, il y avait des règles. Je vous ai parlé de l'Empire du Mali. Mais écoutez, est-ce qu'il n'y avait pas une organisation politique? Comment un roi qui n'avait même pas de militaires, etc., pouvait avoir une emprise sur les autres? Mais écoutez, nous avions un système d'organisation, et c'est là justement que nous demandons, les intellectuels africains aujourd'hui, c'est pas, de fouiner dans ce qui représente le patrimoine culturel pour savoir comment on était organisé et amener l'intelligence dans le sens de pouvoir théoriser cela, en faire des principes qui peuvent être véritablement généralisés, moderniser cela et prendre cela et les articuler dans la Constitution. Le grand problème, c'est que bon, nous sommes régis par exemple par les droits gréco-romains, les droits romano-germaniques, où généralement on vous dit non, non, la Constitution, il faut faire le copier-coller de ce que représente la Constitution française. Et vous avez non juristes et même, je suis constitutionnaliste. Vous ne voyez pas la France. Écoutez, attention, attention. La science doit être à la capacité culturelle, etc., d'adoption. Excusez, c'est très important ce que je suis en train de dire. Alors maintenant, lorsque nous avons des hommes et des femmes qui sont fabriqués au modèle occidental et qui croient que le modèle occidental est référentiel. Le modèle occidental est l'unité de mesure. Le modèle occidental a un idéal civilisationnel. Moi, j'ai dit, on est en train véritablement de se tromper d'adresse, raison pour laquelle nous avons des constitutions, lesquelles constitutions ne nous permettent pas. Nous avons la démocratie ne nous permet pas. Nous avons les élections ne nous permettent pas. Et donc, il faut se poser ces questions-là. Et tant qu'on ne se serait pas posé ces questions-là, pour que l'Afrique reprenne son génie propre, l'Afrique reprenne sa spiritualité authentique, l'Afrique reprenne son identité culturelle, l'Afrique puisse construire son ancrage culturel dans son espace et articuler ça dans nos lois, dans notre constitution, on n'ira nulle part. Mais M. Norbert Yambaemba, vous oubliez que aujourd'hui, en ce qui concerne l'Afrique, il n'est pas dit que les idées dynamiques doivent nécessairement porter les sceaux de l'originalité. Il suffit qu'ils soient repensés, assimilés et suivre également les idées d'autres. L'éducation que nous avons, c'est un système sélectif. Assimilé. Assimilé par qui? Il y a des gens qui ont assimilé la démocratie occidentale aujourd'hui. Ils ne représentent même pas 1% de la population. Vous voyez comment ça titube. Vous voyez comment les choses ne marchent pas. On élit quelqu'un simplement parce que Kabeya en des lunettes qui frisent Rangers américains, tu vois, ou Kabeya s'est habillé comme Kester. Mais écoutez, s'il marche comme Kester, on l'élit comme Kester, sans savoir ce que Kabeya peut faire en ayant le mandat qui lui est donné, à ce moment-là, ça devient un danger public. Et c'est ça justement le drame. Moi, j'ai été, lors des élections de 2006, j'étais, j'allais dire, observateur à l'époque, etc. J'arrive dans le Bandundu. Avant, c'était le référendum. Le référendum de 2005. Oui. Et curieusement, les gens disaient, est-ce que tu as voté Nan, tu as voté Tshisekedi ou tu as voté Kizenga? Tu vois, le référendum. Les gens n'étaient ni informés, ni entraînés. Et à qui incombe alors, on incombe la responsabilité naturellement à ceux qui nous ont imposé ce modèle de démocratie et qui ont articulé ça véritablement dans notre constitution. Vous avez suivi le professeur. C'est une consultation populaire. On a consulté le peuple. Et le peuple n'ont pas pu voter en faveur ou en défaveur de cette... Il faut consulter le peuple en fonction de ce qui représente nos propres réalités. Nous savons comment on élit les gens chez nous. Et c'est ainsi que moi je dis qu'il faut refondre, il faut refondre, il faut revisiter. Oui, la démocratie consensuelle, chez nous, ça existe. Chez nous, il n'y a pas de guerre
ou après la mort d'un chef, ou on sait qui peut prendre, en fonction naturellement de la réunion des notables qui sont censés dégager un profil et examiner les personnes potentielles à assumer ce genre de responsabilité et choisir un personnage en fonction véritablement de son background. Ça se fait dans nos villages. Pourquoi on ne peut pas prendre ça et réfléchir? Nous avons des anthropologues, nous avons des politologues, nous avons, n'est-ce pas, des juristes, etc., qui prétendent chaque jour, on est en train de nous emmerder avec, n'est-ce pas, tel pénaliste, tel. Regardez. Vous avez, par exemple, on est pénaliste congolais. Et puis, quand il s'agit de parler véritablement de cette pénalité, on vous dit non, il faut sanctionner. Ça, c'est le droit gréco-romain qui est sanctionnateur. Vous voyez, nous avons un droit réconciliateur. C'est très important. Et donc, il faut que tous ces gens-là, j'allais dire des pseudo-intellectuels politisés, etc., qui auraient pu réfléchir, faire des thèses de doctorat sur base qui représente notre patrimoine culturel et réfléchir pour générer des innovations qui peuvent être articulées dans nos lois, ils auraient rendu service. Mais quand ils viennent pour répéter à longueur des journées le droit de ceci, de cela, vous voyez comment la Belgique marche, vous voyez comment la Suisse, vous voyez comment la France, non, c'est pas ça. Mais c'est Norbert Emaema, même Jésus-Christ, lorsque quelqu'un transgresse sa loi, il mérite même d'être puni. Mais pourquoi ne pas punir ou sanctionner ceux-là qui violent et qui saignent les caisses de l'État à travers, bien évidemment, nos droits que nos juristes ont eu toujours à prôner? Non, moi je n'ai pas dit qu'on ne sanctionne pas. Mais il y a sanction et sanction. C'est un problème de finalité. La finalité chez nous, lorsqu'on sanctionne, c'est pour que l'homme s'intègre, soit utile dans la société. Et que ça construise naturellement une réconciliation. C'est ça, c'est comme ça qu'on dit, c'est le droit réconciliateur. Et donc, cela n'exclut pas naturellement la sanction, parce qu'il y a des règles qui interdisent naturellement que tel puisse poser tel ou tel acte, etc. Mais c'est dans nos traditions. À la différence, par exemple, n'est-ce pas, des traditions occidentales. Vous voyez, donc, ce que je voudrais, c'est que il ne faudrait pas faire des études pour la mémorisation. Il ne faut pas faire les études pour la répétition, pour la récitation. Tel a dit, ceci, c'est là, etc. Non, pour moi, par exemple, quelqu'un qui fait le droit, moi, pour être utile, en tout cas comme panafricaniste, ça c'est évident, j'aime que les études se fassent autour de ce qu'a été l'ordre social de nos ancêtres. C'est-à-dire comment nos ancêtres se sont organisés lorsqu'il s'agit par exemple des cas qui a une imbrication incidentielle sur le droit. Qu'est-ce qu'on peut faire avec telle ou telle personne qui transgresse la loi? Et on essaye de regarder cela, et on essaye de théoriser cela, et on essaie de moderniser cela pour mettre ça au diapason de ce que représente la vie actuelle. Et on essaie de prendre ça pour insérer ça dans notre constitution ou dans nos lois et textes réglementaires. Ça, on en a besoin. Mais lorsque on veut dire, vous voyez, la constitution française, je suis constitutionnaliste. Et même chez les Français, vous voyez, c'est parlementariste, rationalisé, etc. En France. Alors maintenant ici, nous avons un système ou un régime qui correspond à ça, mais on fait le contraire. Arrêtez. Quel est l'âge culturel qui est le nôtre? Quel est le degré de fonctionnement de notre âme par rapport à la problématique de gestion des affaires publiques? Parce que la République est importée. La République n'est pas née de chez nous. Ce sont les colonisateurs, les agresseurs qui nous ont amené ce modèle-là. Maintenant que nous sommes indépendants, pourquoi nous ne pouvons pas reconquérir nos anciennes autonomies? Nous avons fonctionné avant qu'ils n'arrivent. Nous n'avons pas disparu, nous avons survécu. Mais il faut faire l'inventaire de cette survivance pour savoir quelles étaient nos capacités avant l'arrivée des autres. À ce moment-là, si nous identifions cela et nous soumettons la science
autour de ce que nous aurons trouvé comme patrimoine culturel, nous allons moderniser cela et nous pouvons prendre ça et articuler dans nos constitutions. Mais lorsque nous voulons faire la copie certifiée conforme de ce que représente un droit qui nous a colonisés, qui nous a manipulés, qui nous a infantilisés, qui nous a instrumentalisés, donc nous ne nous trompons d'adresse. Et c'est là justement que nous, les panafricanistes, nous faisons appel à tous ces Africains qui se disent intellectuels, mais qui fonctionnent dans un écosystème politique de pourriture intrinsèque, de revenir à la raison. On ne peut pas continuer à produire des docteurs en droit, des docteurs en économie, des docteurs en physique dans nos propres universités, sans que les gens sachent ce que nos ancêtres ont fait. Vous savez, la physique aujourd'hui, ça a été inventé par nos ancêtres à l'Égypte antique. 35 siècles avant l'ère chrétienne, nous avions créé la physique. Imhotep a été l'enseignant d'Hippocrate qui est aujourd'hui réputé père de la médecine. Yameso, qui a été le prêtre dans la cour de Pharaon, c'est lui qui a enseigné Thalès, c'est lui qui a enseigné Pythagore. Et alors maintenant, tout ça, il faut identifier cela, réfléchir sur ça, théoriser ça, prendre ça et chercher à mettre dans c'est Norbert Yambama, revenons un peu à l'Union africaine, proprement dite. Hier, c'était l'Organisation de l'Unité africaine. Aujourd'hui, c'est l'Union africaine. Mais pourquoi, malgré une telle organisation, l'Afrique n'a pas pu jusque-là opposer une résistance contre l'occupation étrangère en Afrique? Non, mon cher ami. Non, il faut pas. Nous n'avons pas opposé la résistance. Il faut lire l'histoire. La première puissance du monde, le dépositaire de l'esprit dédié, ce sont les Africains, les Kamites. Ce sont eux, naturellement, qui ont été plus puissants. Je venais de vous citer Imhotep, je venais de vous citer Amiso, etc. Tous ces premiers intellectuels occidentaux sont venus en Afrique. Vous savez que même les Israéliens ou les Israélites, ils ont vécu 400 ans, n'est-ce pas, en Égypte. Sous quel statut? Tu vois, donc nous étions puissants. Le monde est dans un système de rotation. Nous étions puissants. Nous étions les aînés de l'humanité. L'Afrique, à l'époque, on l'appelait Al-Kaboulan. Al-Kaboulan, c'est donc le jardin d'Éden. C'est le berceau de l'humanité. C'est donc la vie de l'humanité. C'est l'Afrique. Pourquoi ne pas sauvegarder cet acquis? Eh bien, c'est ce que nous sommes en train de vouloir, que nous puissions, nos chercheurs, vous les communicateurs, il faut être des agents de publicité de nos valeurs culturelles. Considérer que la civilisation occidentale est un idéal civilisationnel, c'est ça justement la grande erreur. Et alors maintenant, il faut retravailler nos écoles pour qu'elles s'adaptent par rapport à nos besoins, elles s'adaptent par rapport à nos réalités, elles s'adaptent par rapport à notre patrimoine culturel. Parce que tout ce que nous voyons, c'est donc les performances occidentales, mais nous ne voyons pas les performances. Et puis, Lumumba disait, on va réécrire notre histoire. Alors maintenant, la plupart des histoires que nous lisons, c'est de la compilation, quoi. C'est de la copiologie. Vous voyez, et on fait la somme et on dit non, c'est un grand, un éminent. Les mots n'existent pas. C'est un éminent. La copiologie. Oui, mais chaque mot est polysémique. Je l'utilise et celui qui m'écoute comprend ce que pour les besoins de la cause. Bien entendu. Voilà. Donc, moi je dis, voilà un peu l'enseignement à l'Africain. Donc, on ne peut pas sortir des lieux battus. Il faut dire ce que les Occidentaux ont dit, ça fait du bien. Et on dit non, Kabeya parle bien français, etc. Et vous imaginez des gens qui quittent la maison de ses parents, ils vont aller faire l'université et pour apprendre le français. Vous imaginez ça? Une langue. Il faut aller apprendre. Et pour faire quoi? Pour bien parler français. J'ai des enfants ici qui sont à l'école primaire, etc., mais qui vous parlent français. Vous voyez même ici, dans beaucoup de familles, Kabea, quand un enfant parle, tout le monde, et la maman et le papa parlent français. Et on ne veut pas que les enfants parlent le même dialecte. On nous a demandé, on nous a tellement organisé que nous puissions abandonner tout ce qui concerne nos ancêtres. À l'école même, il y a un chef de classe, on lui a donné la responsabilité de prendre note de celui qui parle en dialecte.
Voilà comment on nous éloigne de nos réalités. Voilà comment on nous éloigne de là où nous allions tirer Kabila. Et donc, si on parle français, on est d'accord, la famille est civilisée. Et civilisée en quoi? C'est cela. Et donc, nous avons intention, sincèrement, aujourd'hui, Kabila, que nous puissions revisiter tout ce que nous avons vu comme matière qui est venue hériter de la colonisation. En 1960, les gens qui sont arrivés au pouvoir, pour la plupart, il y a eu des résistants, parce que vous avez posé la question sur la résistance. Oui. Il y a eu des résistants, même dans nos empires. Vous avez, dans les Katanga, on a parlé d'un Syrie, le roi en Syrie, si je m'abuse, oui. Il a résisté. Vous avez suivi la révolte Batetela, à l'époque à Loulouabour. Les gens qui étaient avec Ngongo. Ils ont résisté pour quelle finalité, M. Norbert Yamba? Mais c'est tous les temps là-bas que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Quand nous prenons le risque d'en parler à notre peuple, c'est une résistance pour qu'on popularise véritablement le débat, pour que ce débat devienne l'affaire de tout le monde et qu'à un moment donné on soit debout. Pouvez-vous imaginer que partout au monde, il n'y a pas de base militaire de pays étrangers dans un pays? Vous allez en France, vous ne trouvez pas une base militaire d'un pays étranger. Vous allez en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, etc. Même en Asie, vous vous imaginez. Certainement que les Américains sont en Corée du Sud, dans le cadre de la protection. Mais regardez en Afrique, il y a des bases militaires françaises, des bases militaires américaines, des bases militaires, j'allais dire, britanniques. Et les Chinois viennent de s'ajouter. Les Turcs viennent de s'ajouter. Et on nous manipule comme ça. Vous ne pouvez pas vouloir Kabila. La monnaie, c'est un attribut de souveraineté. Pouvez-vous aujourd'hui avoir des pays 15 pays comme ça, dont la monnaie dépend de la France? Et la France gagne plus de 400 milliards chaque année. Kabila. Quand vous avez la production, vous vendez et vous devez verser l'argent dans la banque française, etc., ce qu'on appelle la banque de trésor, et vous ne pouvez pas aller au-delà, au-delà de 50%. Et quand vous avez besoin de demander la dette à la France, et donc la France vous endette, celle que vous avez déposée dans les francs CFA. Aujourd'hui, ils passent des francs CFA à ECO. C'est ça l'Afrique, la colonisation continue. Alors vous demandez la résistance. Mais écoutez, il y a une élite aujourd'hui qui se bat à longueur de journée, naturellement, pour changer la situation. Alors maintenant, vous voyez, je suis dans la rue en train de crier. Parce que au Cameroun, les gens commencent à comprendre. Au Sénégal, Mali, etc., à l'Afrique de l'Ouest. Justement, puisque vous parlez également de la dette, c'est aussi une réalité qui freine le développement de l'Afrique aujourd'hui. Parce que c'est quoi une dette? Une dette, c'est, je dirais, l'engagement qu'a un débitaire avec un créancier. En principe, le débitaire est celui qui accepte de contracter librement ses dettes et qui en bénéficie. Mais dans les contextes du système monde, cette dette n'est plus une affaire privée, car elle a désormais une dimension politique qui concerne tous les peuples et toutes les sociétés. Quel est votre avis face à cette situation aux pays africains? Non, mais Kabila, qu'est-ce que vous dites? Vous avez bien fait un développement. Je vous dis quoi? Je vous ai dit qu'il y a des instruments de pénétration et de domination qui maintiennent la colonisation jusqu'à aujourd'hui, dont la dette. Tu vois, la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Celui qui monte sur les tirs ne veut pas non seulement descendre, mais de le partager. Et donc, celui qui a la puissance a tendance à neutraliser la plus faible, la puissance la plus faible. C'est cela quand des unités de puissance se rencontrent. Donc, la dette fait partie des instruments, des outils de domination, etc. Vous vous rappelez, en 1983, à l'époque, c'était le Premier ministre Kengo Wadondo, sur injonction du Fonds monétaire international, oui, avait réduit les salaires, avait supprimé la bourse d'études, avait supprimé la restauration dans les universités, etc. Tous les avantages sociaux. Alors maintenant, quelle est l'importance d'un gouvernement si la finalité sociale? Parce qu'en réalité, même si la prospérité économique ne s'observe effectivement par la prospérité sociale, on dit non, vous êtes économiquement avancé, quelqu'un qui se pointe et il vous donne un conseil, il dit mais il faut supprimer tous les avantages sociaux. Tu vois, à l'époque, on avait 26% du budget de l'éducation.
On a quitté 26% aujourd'hui. On traîne dans les 5, parfois 4%, encore que ce sont de moyennes statistiques. Et il y a des gens qui s'amusent à prendre pratiquement tout, etc. Ils ne laissent rien dans la judiciaire. Vous voyez? Donc, que ce soit la dette, que ce soit les médias, que ce soit les ONG, oui, que ce soit les écoles ésotériques, mystiques et philosophiques, Franc-maçon, Rosicrucian, Prima Curia, etc. Que ce soit les fondations, que ce soit la coopération décentralisée, oui, que ce soit l'ONU, les opérations militaires étrangères dans nos pays africains, que ce soit le système des Nations Unies, que vous voyez, le OMS, il y a des gens qui dirigent tout ça, qui orientent leur volonté pour nous donner une forme de solidarité, mais qui est visiblement un empoisonnement masqué. Voyez. Vous voyez, les multinationales aujourd'hui, regardez même dans nos ministères, j'ai toujours dit ça, il y a des projets étrangers, des projets qui sont opérationnels, soi-disant qui sont en train de nous aider, il n'y a pas de secret. Et les différentes politiques qui sont rendues opérationnelles sont des politiques qui sont ici, naturellement, de l'extérieur, notamment de la filière abrahamique, etc. Quand vous regardez, même dans ces projets, nous avons des experts chez nous. Vous êtes un expert congolais, le travail se fait au Congo, mais on a besoin de quelqu'un qui vient de l'extérieur, celui qui est le plus expert que toi. Mais écoutez, moi, ça fait 20 ans, 30 ans, je suis chez moi, j'ai le même niveau d'études que toi, et je travaille dans ça. Et vous êtes plus expert que moi, parce que vous êtes expert international. Et tout l'argent s'en va, vous voyez. Donc, c'est sans cabire. Alors maintenant, le président de la République, qui vient de prendre ses responsabilités. C'est certainement que beaucoup de ses prédécesseurs, oui, n'ont pas survécu, etc. Mais je crois qu'aujourd'hui, le paysage politique international est en train de changer. Nous sommes dans un processus d'effondrement. Le capitalisme est en train de se suicider. Et donc, nous pouvons profiter véritablement de cette opportunité, de la multipolarité de puissance, parce qu'il n'y a plus un seul directeur du monde. Il y avait certainement les Américains, après Perestroïka, il y a les Américains. Mais aujourd'hui, il y a émergence d'autres puissances. La Chine, aujourd'hui, il y a une sorte de guerre. Vous avez l'Inde, qui n'accepte personne. Vous avez la Russie, vous avez la Turquie, même de certains pays arabes, comme l'Arabie Saoudite. Le Brésil. Il n'y a que les Africains qui maintiennent les statu quo. Écoute, il n'y a que les Africains, mais moi je dis que les Africains, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre, mais profitons naturellement de l'existence de ces différentes puissances. Au moment où il y a guerre entrée, organisons-nous, sortons de la récitation, allons dans la direction de réfléchir de manière profonde dans les différents secteurs de la vie nationale et proposer un certain nombre de choses qui nous permettent d'avoir la tâche qui éclaire l'avenir. Nous ne pouvons pas toujours réfléchir dans le court terme. Il faut voir l'avenir, 100 ans, 200 ans, même si on ne sera pas là, on aura posé des jalons, on aura véritablement préparé les générations futures dans une sorte de solidarité intergénérationnelle et on pourra s'en sortir. Mais alors maintenant, si on ne voit pas ces choses-là, on est en train de subir, on est en train de faire la routine et on vous nomme ministre, on vous nomme, je ne sais pas, PDG, etc., juste pour prendre des arrêtés ou pour prendre des décisions, pour engager les frères, les copines, etc., les amis, etc., sans pour autant réfléchir pour innover. Regardez l'enseignement aujourd'hui. À notre époque, nous avions des jardins scolaires. On a multiplié tellement les écoles qu'on n'a même pas tenu compte des différentes distances, parce qu'en fait, il y a des gens qui bouffaient l'argent et qui continuent à bouffer l'argent dans ce contexte contextualisé. Et donc, il n'y a même pas de jardin scolaire. Aujourd'hui, l'enseignement, les travaux pratiques, c'est l'argent à la place des balais, c'est l'argent à la place d'un travail manuel, etc. Oui, donc on est dans cette situation-là. Autour de l'argent. Et donc, il faut que le Premier ministre qui vient d'arriver, je salue sa jeunesse, mais écoutez, nous avons aujourd'hui plus que jamais besoin d'un Premier ministre guerrier, qui aligne des guerriers. Et les vrais guerriers meurent sur le champ de bataille, c'est-à-dire des vrais soldats qui vont dans le sens de pouvoir traiter, soigner le Congo et le réveiller de son sommeil des morts.
Ça, on en a besoin. Mais ce n'est pas n'importe qui peut véritablement faire ce travail-là. Il faut quelqu'un qui a un background, quelqu'un qui a un profil, quelqu'un qui a la technique. Et la technique ne se négocie pas. C'est difficile de croire que parce que telle ou telle personne a un diplôme, qu'il a 5 doctorats, qu'il est capable de faire des choses. Il y a des gens qui ont des doctorats, il y a des gens qui ont des diplômes universitaires de leur état, mais qui sont incapables. La plupart des expériences que nous avons sont très concluantes par rapport, naturellement, à l'inefficacité. Il faut voir des hommes et des femmes qui ont fait quand même des choses et qui ont, par eux-mêmes, réalisé des choses. Et, écoutez, c'est déjà un bon bonissement. Et alors, à ce moment-là, on peut pouvoir les aligner comme des soldats qui peuvent véritablement mourir sur les champs de bataille. Justement, M. Norbert, puisque nous achèvons déjà petit à petit vers la fin de cette émission, mais face à une telle réalité, aujourd'hui, les Africains font preuve d'un désir indifférencié de vivre. Ils montrent aujourd'hui beaucoup de patience dans l'adversité. Mais le monde humain de notre temps n'adopte cependant pas ces rythmes d'évolution au tempérament indolent et souciant plutôt de l'Africain. Et aujourd'hui, l'Afrique est attaquée par les forces étrangères qui veulent coûte que coûte dominer l'Afrique à travers, bien évidemment, s'accaparer des richesses du sol et du sous-sol des Africains. Mais non, face à une telle réalité, M. Norbert Yamba, que doit faire l'actuel président de l'Union africaine? Parce que d'autant plus que cette question remet également sur la sellette la question du défi à relever au niveau continental, mais aussi et surtout donner des propositions pour l'évolution de l'Afrique. Non, mais le président de la République a la responsabilité aujourd'hui plus que jamais. C'est votre mot de la fin d'ailleurs. De publiciter la création des États-Unis d'Afrique. Oui. Il faut que ça revienne de temps en temps dans ses adresses, dans ses différentes déclarations, pour dire que l'Afrique unie, c'est plus que l'Afrique pris individuellement. C'est très important. Et que le président de la République travaille mort de cuisse pour que nous ayons une monnaie commune. Une monnaie commune, ça va faciliter les échanges. Coup de chapeau, monsieur le président, avec la zone de libre-échange en Afrique. Mais il faut faciliter ça par la monnaie commune. Parce qu'il est anormal pour les pays qui sont dans les CFA, vous quittez le Togo, vous voulez aller au Cameroun, mais vous avez tous les francs CFA, mais ça ne s'échange pas. C'est pas correct. Avec les francs togolais, on ne peut pas, acheter des histoires, au Cameroun, ou des Cameroun au Mali, Mali au Sénégal, ou en Côte d'Ivoire. Et il y a 15 pays comme ça qui sont derrière la France, sous prétexte que, bon, écoutez, être sous la direction de la France suppose naturellement que, bon, il y a la stabilité monétaire. L'Italie avait déjà dénoncé que la France continue sa colonisation en Afrique à travers la monnaie. Une monnaie de servitude que les Africains ne veulent même pas plus entendre parler. Deuxième chose, il faudrait que le président travaille, ne serait-ce que ça, naturellement, pour donner la maquette d'un passeport commun pour les Africains. Nous voulons avoir un passeport commun. Il est anormal des gens qui nous ont saucissonnés. Aujourd'hui, on est en 54 États. Nous étions un seul État à l'époque, l'Afrique continent. Et alors maintenant, pour quitter ici jusque, c'est pas au Gabon, il faut un visa, s'il vous plaît. Nous sommes dans notre continent, nous sommes chez nous. Que le président de la République se batte. Et même si on n'arrive pas à passer cette année, qu'il se batte pour que déjà qu'on monte ne serait-ce que la maquette pour les passeports communs. Troisième chose, le président de la République puisse faire un effort dans le sens de mobiliser les afro-descendants, la diaspora. C'est tous ces afro-descendants qui sont en Amérique, qui sont en Europe, etc., qui ont envie de rentrer en Afrique et qu'on leur donne véritablement les passeports africains. Et que le président travaille naturellement pour que ces passeports existent. Je voudrais également demander au président de la République de travailler dans le cadre de la mise en route d'une diplomatie commune. Je sais qu'on est à l'Union africaine. L'Union africaine n'est pas comme l'Organisation de l'Unité africaine. Pourquoi nous ne pouvons pas avoir le même département des affaires étrangères pour que l'Afrique parle le même langage? Et la diplomatie commune devient une exigence. C'est très important. Bien entendu, mais là, au moins, on est dans une logique de confédération. Chaque pays est autonome, certes,
mais il y a des domaines pour lesquels nous pouvons véritablement travailler ensemble pour faire entendre face vis-à-vis des autres. C'est très important. Je voudrais également que le président de la République travaille pour qu'on lève l'option, d'une manière générale, la gratuité de l'enseignement en Afrique, en tout cas. Chacun devra se faire au rythme de ses moyens, ça c'est évident, mais que cela soit une règle générale. Cinquième chose, que cet enseignement-là, on puisse revisiter les contenus et que ces contenus s'adaptent naturellement aux besoins, aux réalités de nos ancêtres, aux réalités de notre patrimoine culturel. Qu'on construise un génie propre, qu'on construise une spiritualité authentique. Et sixièmement, que nos universités changent leur modèle de fabrication des élites. Les élites qui sont fabriquées aujourd'hui sont de chômeurs de luxe. Ils n'ont aucune utilité sociale. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui créent des richesses. Et nous avons besoin que les institutions, les universités, les instituts supérieurs, qui sont rendus opérationnels, nous produisent des technologies dans les différents secteurs de la vie nationale. Et que ces technologies nous permettent de transformer les ressources qui sont les nôtres. Et que ces ressources produisent des richesses. Et ces richesses peuvent être dispatchées à différents niveaux. Et que ceux qui viennent véritablement investir dans notre pays, que cela entre dans une logique, dans un canevas qui leur permette véritablement non seulement d'extraire les produits, mais de les transformer et de les commercialiser. À ce moment-là, on crée une chaîne de valeur ajoutée et on essaye naturellement de pouvoir dispatcher ça. Et je termine en disant qu'il est anormal pour un pays, un pays continent comme l'Afrique, ne puisse pas avoir une compagnie aérienne. Nous voulons naturellement que nous ayons une compagnie aérienne. Aujourd'hui, on n'en a pas. Monsieur le Président, battez-vous, compagnie aérienne. Montrons que nous sommes adultes. Montrons que nous sommes capables de faire quelque chose. Cela ne nécessite pas l'argent. Monsieur le Président, nous voulons avoir une banque commune. La Banque africaine de développement aujourd'hui existe certes, Monsieur le Président. Mais vous avez vu, le président de la banque a été menacé, n'est-ce pas, par l'extérieur, pour avoir voulu construire une dynamique d'autonomie. Non, parce qu'il y a plusieurs actionnaires qui viennent de l'extérieur, qui sont membres de la Banque africaine. On dirait que ce n'est pas notre banque. On dirait que le capital, la majorité, n'est-ce pas, de capitaux qui sont dans la Banque africaine relèvent véritablement des gens qui viennent de l'extérieur. Et vous connaissez l'agenda stratégique de ces gens, c'est justement de nous assujettir, de nous coloniser. Donc nous ayons notre propre banque. Et cette autonomie-là est possible. Septième chose, Monsieur le Président, que l'OIA, l'Union africaine, se supporte de celle. Il est anormal que 90% du personnel de l'IA soit soutenu par l'Union européenne. C'est anormal. Certainement que nous avons besoin de la solidarité internationale, mais il y a des choses pour lesquelles nous pouvons prendre nous-mêmes les responsabilités. C'est très important et ça, nous en avons besoin. Et pour terminer, Monsieur le Président, notre spiritualité. Nous avons pris distance de nos ancêtres. Nous sommes plus en connexion avec nos ancêtres. Jamais la physique n'existe sans métaphysique. Jamais le visible n'existe sans invisible. Et les pays qui ont pris de l'ascenseur sont des pays qui ont construit l'interaction, j'allais dire la passerelle, entre la physique et la métaphysique. Et donc c'est la métaphysique qui alimente naturellement la physique. Aujourd'hui, nous sommes dans la physique, que nous n'avons pas appris de maîtrise, mais nous ne sommes pas en connexion avec la métaphysique. Et ça nous retarde. Si nous construisons véritablement cette liaison à ce moment-là, nous aurons notre génie propre, nous aurons notre particularisme. On va commencer à construire des avions comme, n'est-ce pas, le font les Américains, les Asiatiques, etc. On va construire, on va faire des distances, des téléphones, etc. Nous avons toutes les ressources qui peuvent nous aider à faire ça. Et ça, il faut mettre aussi en valeur nos églises africaines. C'est très important. Moi, je regarde, Excellence, Monsieur le Président, chaque fois, quand les gens sont invités, il y a des églises, ce qu'on appelle des églises traditionnelles dites révélées ou importées, etc., qui visiblement prennent le dessus sur les églises traditionnelles, sur les églises africaines. On a besoin que toutes existent, c'est vrai, mais nous avons besoin également que nos églises aussi soient entendues. Peut-être qu'ils peuvent vous apporter quelque chose, qu'ils puissent compléter ce que vous avez. C'est très important. Et ça, on en a besoin. On en a besoin. Mais dans un État laïque, il faut fournir des efforts, bien évidemment. Bien entendu, mais de la même manière que les autres églises fournissent les efforts, et c'est aussi de la même manière, nous disons que ces autres églises
peuvent aussi être entendus parce que nous sommes dans un espace de liberté et le chef doit être appelé à écouter les différentes composantes de la société. On en a besoin et c'est très important. Peut-être que ces églises-là peuvent nous donner un autre schéma que nous n'avons pas pour l'instant. Je voudrais également qu'on remette en scène les chefs coutumiers, que l'État arrête de manipuler les chefs coutumiers, qui sont le dépositaire de la puissance de nos ancêtres. Et que ne peut être chef coutumier que quelqu'un qui est de l'affiliation et qui a reçu la puissance de la filiation. Donc, nous avons besoin vraiment que ces éléments-là, le président puisse les promotionner, puisse les mettre en exergue, puisse les publiciter, puisse construire un agenda stratégique autour. Même ceux qui vont venir après lui vont véritablement s'en référer. Voilà. Donc, pour terminer, je crois que j'ai parlé de l'Union africaine. Je puis dire que l'Union africaine, c'est donc la dérivée de l'Organisation de l'Unité africaine, mais c'est aussi le prélude des États-Unis d'Afrique. Mais il faut commencer la préparation aujourd'hui. Il est anormal de voir la guerre à l'Est tout le temps, et que le Rwanda est en train d'exploiter les gaz méthane du lac, le lac Kivu, dont nous partageons tous. Et il n'y a pas un projet intégrateur, il n'y a pas un projet fédérateur. Et alors, monsieur le Président, et vous avez toujours lutté pour ça, il faut qu'aujourd'hui, plus que jamais, dans les 5 régions, qu'on commence déjà par des projets intégrateurs, des projets fédérateurs qui permettent naturellement de construire une sorte d'ancrage entre les différents pays qui se trouvent dans chaque région. Et on va remonter à l'échelle nationale et à l'échelle africaine, on va créer ce que nous appelons la Banque centrale africaine qui va coiffer les banques nationales et les banques nationales vont coiffer les banques commerciales et vont commencer à donner des crédits sans beaucoup de problèmes. Merci. Eh bien, je crois que votre appel sera attendu par le président de la République, président de l'Union africaine. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur vos chaînes. On commence à donner des crédits sans... 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 On commence à donner des crédits sans...